beaucoup. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir donné la parole pour ce best-of. Alors peut-être moins aguicheur que la sortie d'un best-of d'une icône rock. On est quand même parti sur best-of de maladies infectieuses dans les Caraïbes. Alors c'est Antilles et Guyane. Alors je commence par une section un peu virologique. Je voulais trouver un article intéressant sur la fièvre de repousse. J'ai pas trouvé grand-chose si ce n'est cet article, une revue narrative en fait du Lancet Infectious Disease sur la fièvre de repousse. Vous voyez en fait l'évolution de la distribution des cas, l'évolution au niveau géographique de la distribution des cas. Vous voyez que ça se déplace dans l'Amérique latine et que maintenant c'est à Cuba avec une explosion quand même des cas. Et donc ils nous disent attention, ça se déplace aux Antilles, soyez préparés. Alors cet article sur la dengue qui a été présenté hier avec qui parle de la réémergence du sérotype 3 de la dengue en Guyane française, mais en fait en Guyane française et dans les Antilles. Et donc on voit que en fait sur les 20 dernières années, c'est uniquement en fait du génotype 3, hein, les points vraiment supérieurs. Et si on s'intéresse de plus près en fait à ce qui se passe dans les 5 dernières, enfin vers 2019-2020, en fait on voit qu'il y a de l'introduction comme ça successive de 2 clades différents, notamment en Martinique, le clade 1 et puis directement après le clade 2. Et ça a probablement participé en fait à l'intensification de cette phase épidémique. Alors un autre papier que je trouvais assez intéressant, original sur de la Martinique, sur la connaissance en fait de l'HPV dans la population générale. Vous voyez que les résultats sont assez effrayants parce que 32% de la population n'avait jamais entendu parler de l'HPV. Le score était encore plus mauvais chez les garçons que chez les filles et que quand on posait des questions un peu plus précises, en fait, les gens avaient souvent des réponses fausses. Alors, on sort un petit peu du cadre classique avec cette étude un peu obstétricale infectieuse, avec en fait l'analyse des causes et des conséquences de la fièvre chez des patientes enceintes en Amazonie et plus particulièrement en fait à Saint-Laurent, de l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni. Et ils ont en fait analysé des patientes fébriles pendant leur grossesse, environ 500 patientes. En excluant toutes les femmes qui faisaient de la fièvre en perpartum. Donc, vous voyez, c'est surtout 2e et 3e trimestre. Et si vous regardez les causes de la fièvre, eh ben, en fait, la première cause, c'est les arboviroses. Alors, à cette époque-là, c'est de 2013 à 2021, donc c'est le chic qui est en premier et la dengue en deuxième. Peut-être que sur les dernières années, ça s'est inversé, très probablement. Deuxième cause, les infections urinaires. Et alors, une donnée qui était intéressante aussi, je trouvais, c'était qu'il y avait quand même 5,5% des fièvres qui étaient attribuables à la varicelle. Et tout ça, ça a des conséquences, ces patientes fébriles, ça a des conséquences en fait sur les outcomes obstétricaux. Vous voyez qu'il y a plus de fausses couches, plus de césariennes et plus de prématurité, donc ce n'est pas anodin. Alors on passe vraiment dans la partie bactério ici, ce papier de Tanguy de Kitt, donc du CHU de Guadeloupe, qui a comparé la céfoxytine versus les carbapénèmes dans les infections documentées à KPB-LSE en réanimation. Donc 110 patients inclus, 60 à peu près dans le groupe céfoxytine et 50 dans le groupe carbapénème. Et donc ils ont regardé le succès clinique à 30 jours, la mortalité et les échecs microbiologiques, et pas de différence entre les deux groupes. Alors ils se sont dit qu'il y avait probablement des biais dans la sélection des patients qui étaient traités par céfoxytine. Donc pour essayer de minimiser ça, ils ont fait un score de propension. Et avec le score de propension, il y a l'absence de différence persiste. Alors si on regarde les sous-groupes notamment en fonction de la source de la bactériémie, l'absence de différence persiste également. Et finalement, au niveau microbiologique, ils ont regardé si on ne sélectionnait pas des souches en fait, de KP résistantes à la céfoxytine. Eh ben, non, ça n'arrivait pas. Et par contre, dans le groupe carbapénème, il y avait plus de PIO résistants au carbapénème. Une étude de la réanimation de Guadeloupe, une étude assez originale sur la lepto chez des patients sévères qui sont admis en réanimation. Ils ont inclus 130 patients et ils ont un petit peu artificiellement divisé ça en 3 groupes. Un groupe avec la maladie de Weil classique, donc le syndrome hépatorénal, un groupe avec l'atteinte neuro qui prédominait et un groupe où c'était plutôt la défaillance multiorganique, le choc qui prédominait.
Et si vous regardez un petit peu les données, alors une donnée intéressante, c'est que dans le groupe avec l'atteinte neuro de la lepto, la PCR, soit sanguine et ou urinaire, était souvent négative et donc le diagnostic était posé sur la sérologie. Et puis, on voyait que dans ces groupes, le groupe 2 et le groupe 3, donc les groupes neuro et les groupes choc, forcément, il y avait plus de défaillances organiques. Les données biologiques étaient beaucoup plus perturbées, notamment la bilirubine. Les scanners, il y avait des scanners thoraciques souvent anormaux dans ces deux groupes-là. Beaucoup plus de support organique et beaucoup plus de mortalité que dans, on va dire, la maladie hépato-rénale classique, où en fait, finalement, les choses évoluent plutôt bien. Alors, cette étude de la Guyane française, c'était une étude rétrospective d'une infection dont on parle plus tellement finalement, c'est sur la diphtérie. Et vous voyez un petit peu la distribution géographique de ces cas qui sont surtout au niveau de la frontière avec le Suriname, mais aussi à Cayenne et un peu plus dans le sud. Et en fait, quand ils regardent ces souches, c'est surtout Corynebacterium diphtheriae, avec des souches qui sont principalement non toxinogènes et surtout avec des expressions cutanées. Donc, c'est des prélèvements qui ont été faits sur des frottis cutanés. Il y a eu 3 formes non cutanées, dont une endocardite chez un enfant. Et puis, il y avait 3 souches de Corynebacterium ulcerans. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait encore de la diphtérie et peut-être un message de prévention sur le vaccin contre la diphtérie. Un papier, c'est vrai qu'on en a parlé pas mal, j'ai eu pas mal de sujets sur la lèpre. Je trouvais ce papier assez joli sur une étude observationnelle de la lèpre en Guyane française de 2015 à 2021. Vous voyez que la distribution géographique est assez hétérogène, il y en a un petit peu partout. Et c'est une maladie rare avec une incidence qui est plutôt en diminution, mais il y a quand même en fait chaque année à peu près 10 nouveaux cas par an. Donc, c'est une maladie qui existe encore. Alors maintenant, je vais passer sur quelques papiers de l'histoplasmose. Ça a été évoqué également par le professeur Adonis, le développement de ce score pronostic pour les histoplasmoses associées au VIH. Et donc, dans cette étude, ils ont pu identifier en fait 7 facteurs de risque de mortalité. Il y avait l'altération de l'état général, l'altération au niveau neuro, la présence de dyspnée, la présence d'un infiltrat au niveau de la radio pulmonaire, la présence d'une CRP élevée et la présence de 1 ou 2 cytopénies. Et donc, si vous allez sur le site internet, vous cochez les cases correspondantes à votre patient. Et en gros, si votre score est inférieur à 5, votre probabilité de mortalité, la probabilité de mortalité du patient est plutôt basse, et donc on peut lui mettre d'emblée de l'itraconazole. Si le score est élevé au-dessus de 5, risque de mortalité élevé et donc induction de traitement avec de l'Ampho-B. Une cohorte de 65 patients de l'équipe du professeur Coupier qui étudie en fait l'histoplasmose pulmonaire chez les patients vivant avec le VIH en Guyane française. Et donc les résultats montrent en fait des patients plutôt jeunes avec un âge médian à 39 ans. Évidemment, c'était souvent des diagnostics tardifs avec des patients qui n'étaient pas sous traitement antirétroviral. Il y avait très souvent au niveau de la clinique une perte pondérale, de la fièvre, souvent des symptômes respi. Alors, je trouvais ça étonnant, beaucoup de symptômes digestifs. Mais il y a un poster notamment sur l'histoplasmose digestive. Au niveau biologique, forcément, des CD4 très bas, une charge virale VIH élevée. La thrombopénie était présente dans un cas sur 2. La ferritine était souvent élevée et une CRP qui est modérément élevée aux alentours de 75. L'imagerie, alors vous voyez qu'à la radio pulmonaire, elle est très souvent anormale et les scanners thoraciques sont tous anormaux pour ceux qui en ont eu un, avec principalement des lésions micronodulaires diffuses et bilatérales, mais il y avait aussi des patients qui avaient des condensations, des condensations, et également souvent la présence d'adénopathie intrathoracique. Il y a un autre papier, dernier papier sur l'histoplasmose, là, chez des patients graves admis en réanimation. Et ça, c'est une étude guadeloupéenne, mais qui a été faite sur des patients de Guadeloupe et de Guyane française. Et donc là, pareil, cohorte de 65 patients, mais pas du tout les mêmes patients. Déjà, ce n'est pas que des patients VIH. Il n'y a que moins de 60% des patients sont VIH. 27% ont un autre terrain d'immunosuppression et 15% n'ont absolument aucune immunosuppression identifiée. Les hémocultures étaient positives dans 70% des cas et le délai médian entre la date de début des symptômes et l'admission en réanimation était assez long, aux alentours de 22 jours. Alors au niveau biologique, la médiane de ferritine est
extrêmement élevé, avec 35 000 unités par litre, très souvent une thrombopénie profonde et une CRP plus élevée que dans la cohorte précédente. Et au niveau des éléments cliniques, vous voyez que presque un patient sur 3 est dans le coma, un patient sur 2 a un syndrome d'activation macrophagique, et ils ont très souvent besoin de support organique, que ce soit rénal et encore plus respiratoire. Et vous voyez le taux de mortalité qui est effroyablement élevé, avec 53% de mortalité chez ces patients-là. Ils ont pu identifier en analyse multivariée 3 facteurs de risque de mortalité: la présence d'un syndrome d'activation macrophagique, un délai long entre la date du début des symptômes et l'initiation du traitement, et comme toujours dans les études de réanimation, un score SOFA élevé. Et dernier papier, plutôt sur un versant parasito, le papier de Lorraine Dahuron, sur la cinétique de l'activité de la G6PD dans les infections à Plasmodium vivax. Ça a aussi été évoqué dans plusieurs topos malaria. Et donc, ce qu'elle a pu démontrer, c'est qu'en fait, tout au long de l'épisode palustre, l'activité de la G6PD reste stable entre le J1 et le J28 de l'accès palustre, donc très peu de variabilité intra-individuelle. Et donc cette recommandation de finalement faire le dosage de la G6PD à J14 pourrait paraître un peu désuète. Et donc ce que je trouvais pas mal dans ce papier, c'est qu'elle proposait même un changement au niveau de l'algorithme de prise en charge, à savoir qu'on pourrait faire d'emblée le dosage de l'activité de la G6PD pour permettre un traitement d'éradication plus rapide, et idéalement avec un test rapide du dosage de l'activité, et vraiment, alors là, dans un monde parfait, avec un traitement à prise unique. Donc voilà pour le best-of de maladies infectieuses. Merci de votre attention.